Bonjour sportifs, bonsoir, ça dépend à quel moment vous nous prenez au vol. Nous sommes tout heureux de parler encore sport sur notre antenne. Nos thématiques vont tourner autour du beach volley. Le Togo était à Martil au Maroc pour disputer le tournoi qualificatif olympique pour décrocher le billet pour les JO de Paris 24. Les acteurs sont avec nous en studio. On va dérouler le chapelet de tout ce qu'il s'est passé là-bas dans cette compétition. Nous évoquons également du basketball avec le recyclage ou la fin de recyclage des arbitres actifs au niveau de la FNB Togo. Nous enchaînons avec également du football. Asco, vous le savez bien, déjà champion du Togo pour la 5e fois de suite. Ce n'est pas rien, avec les interviews et réactions à suivre. Voilà ce que nous propose aujourd'hui un Club Sport Santé. Bonjour à tous. Encore une fois, merci de votre fidélité. On va y aller avec la première fenêtre et c'est tout de suite. L'essentiel de l'actualité sportive sur SOS Dr TV, on y est. On va saluer nos premiers invités. Ils sont déjà avec nous. Nous sommes tout heureux de les accueillir. Bruno Kofi Kotoka, bonjour et bienvenue à vous. Merci. Je remercie la télévision Dr SOS TV pour tout ce qu'il fait pour cette population togolaise. Et je suis toujours fier de représenter le Togo à des compétitions comme cela. Ouais. Merci. C'est votre deuxième rendez-vous, hein? Ça fait la deuxième fois qu'on me reçoit ici. Oui, c'est ça. Je suis fier de toujours d'être là, de causer avec vous. Ouais. Donc, merci. D'accord, merci encore d'être là. Nous avons également pour la première fois le coach Robert Gadji. Bonjour coach. Bonjour Angelo. Comment vous portez-vous? Bien. Vous êtes rentré du Maroc il y a quelques jours. Bien sûr. Ça fait du bien de retrouver la famille? Oui, vraiment ça fait du bien. Ça fait du bien. On est content. À des kilomètres. On n'a pas de nouvelles, n'est-ce pas? De retour, on retrouve toute la famille, ça fait du bien. Ça fait du bien et nous sommes tout heureux de parler sport avec vous sur cette antenne. Messieurs, on va y aller, on va rester avec vous, Robert Gadji. Vous étiez de la délégation qui était du côté de Martil au Maroc pour disputer le tournoi qualificatif olympique. Nous parlons bien sûr de beach volley. Coach, aujourd'hui, quand vous regardez dans le rétroviseur, fier de vous, le Togo pouvait faire mieux, ou bien pour vous, ok, c'est une expérience et on va continuer comme ça. Oui, quand on regarde derrière, fier de nous, fier de ce qu'on a accompli là-bas, fier des joueurs. Juste, on n'a pas... L'objectif au départ, c'est le cap a été fait. L'objectif au départ, c'est la demi-finale. Mais arrivé là-bas, comme on dit, la petite vient en mangeant, on avait visé sur le podium, oui. Mais malheureusement, on n'a pas pu. Dommage quand même. On va parler justement du déroulé des compétitions. Le Togo était parmi 17 nations pour aller chercher une seule place pour les Jeux Olympiques. Coach, parlons des... Je vous vois sourire. C'est-à-dire que le défi était immense. Oui, parlons des premiers matchs. Au premier match, vous l'avez disputé, mais le Togo l'a perdu. C'est quoi? Vous n'étiez pas vite rentré dans la compète? Vite rentré dans la compète, bien sûr. Non, pas vite. C'est que vous n'êtes pas bien rentré? Bien rentré. Voilà. On n'a pas bien rentré. Voilà. Arrivé là-bas, on n'a eu qu'une heure de temps pour faire la connaissance du lieu. 1 heure de temps? 1 heure de temps. Pourquoi? Oui, le temps d'installer et puis pour nous amener sur le site, ça fait que le lendemain, on s'est entraîné nous-mêmes. D'accord. Avant qu'on ait eu l'accès, donc le temps, nous a donné seulement 1 heure pour la reconnaissance du terrain et puis on est revenu. Et puis, vous-même, vous le savez, le climat et puis le truc là, c'est différent de nous là. C'est ça qui a fait qu'on n'a pas pu rentrer dans la compétition dès le premier match. Premier match, nous qui étions à Lomé, on a dit, tiens, mais le Togo qui perd son premier match, quelle sera la suite? Mais on vous a vu rebondir et aller jusqu'en demi-finale face à l'Afrique du Sud. Waouh! Que s'est-il passé en quelques heures de compétition? Oui, après notre défaite, on s'est retrouvés. Déjà, la première défaite, c'était face au Botswana, pays de beach volley. Pays de beach volley, malgré le climat, le truc, on les a vraiment tutoyés. D'accord. Oui, on les a, à la fin, eux-mêmes, ils ont compris qu'il y a quelque chose qui se passe. Et c'est quand on est revenu entre nous, entre les joueurs, on a mis les trucs à bas et puis on s'est parlé. Maintenant, on connaît le terrain, on va aller à fond. Vous avez rebondi? Oui, on a rebondi. Et là-dessus, le prochain match, c'était contre le Cameroun. Le Cameroun. Déjà, à l'aéroport, on a
vu un de leurs joueurs qui est revenu de l'Amérique. Là, déjà... ça faisait peur. Ça faisait peur. Mais on les dit, on a déjà trébuché. Contre eux, ce ne serait pas la même chose. Et derrière, vous avez, avant de retrouver Bruno Kotoka, vous avez eu des joueurs attentifs à l'écoute de vos consignes? Oui, à l'écoute de nos consignes, oui. Parce que quand lui, on s'est rencontré à l'aéroport, qu'il a parlé, il sait que son second, lui, il est au pays, c'est lui qui va le rejoindre. Déjà, on sait qu'il y a déjà une discussion entre eux. Ils n'ont pas pu jouer comme il faut. Comme il le faut. Donc, c'est sur le truc qu'ils vont s'adapter. Là, on est rentré dedans maintenant. Et c'était quand même bien. Bruno Kotoka, pour parler justement des matchs après celui face au Cameroun, vous avez continué tout doucement. La complicité avec Samani, comment vous êtes des frères aujourd'hui? Oui. Pour jouer au beat, il faut une complémentarité pas possible. Parce que c'est un jeu qui se joue à deux. Donc, vous devez être frères, sœurs, frères, dames pour ce jeu-là. Donc, cette complémentarité, cette complexité, tout ça là, ça fait partie intégrante de notre vie quotidienne. Et quand on parle un peu de cette compétition, vous avez été aux Jeux africains d'Accra au Ghana, et là, on a encore une autre compétition internationale. C'était quoi le défi en arrivant au Maroc? Arrivé au Maroc, nous sommes dit que cette compétition, on ira loin. C'est le défi que toute l'équipe, les entraîneurs, les joueurs qui ont participé aux entraînements, tout ça là, c'est ce défi-là que nous voulons, nous sommes donné un défi. Ici à Lomé avant de partir? Ici à Lomé avant de partir. Le cap sur le Caridas. Oui. Et c'est ce défi, nous l'avons relevé fièrement. Parce qu'il fallait vraiment remettre les choses à point. Parce que c'est le Togo, c'est une nation de beach volley également. Si beaucoup ne le savent pas, c'est une nation de beach volley. Aujourd'hui, au niveau de la KVB, le Togo est classé 5e. Hein, 5e sur le plan africain. Oui, donc c'est pas rien. C'est pas rien. Donc, il faut dire que le Togo est un pays de beach volley également. Et donc, nous sommes fiers de porter ce drapeau-là et de compétir vraiment avec une très grande vaillance face aux adversaires. Justement, parlons d'adversaires. En demi-finale, vous devriez battre l'Afrique du Sud et être en finale. Waouh, ça a été très, très, très serré. Très, très serré. Racontez-nous un peu comment tout ça s'est passé. Oui, c'était face à la Mozambique. Au Mozambique. Oui. Mozambique. Et eux-mêmes se disaient, le Togo, c'est une petite nation, on va les battre. Mozambique numéro 1. Numéro 1 africain. Oui, donc ils se disaient, c'est le Togo, on va les battre. Voilà. Oui, sinon, on avait commencé le match. Le match était palpitant. Eux-mêmes, ils nous avaient promis, eux-mêmes, quand ils voyaient déjà la lutte du match, ils se disaient, waouh, c'est un match qui allait nous faire regretter si on ne se réveillait pas. Donc, nous avons joué sur nos tactiques, nos différentes tactiques, jusqu'à prendre le premier set. Wow. Et quand nous avons pris ce set-là, là, le doute a commencé de leur camp. Ouais. Et donc, mais comme toute première nation, donc ils sont allés chercher des acquis, des pré-acquis qu'ils avaient. Donc, c'est ce qui a fait basculer la rencontre à leur faveur. Mais on sait que nous avons tenu tête à eux, à la première nation africaine. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien. On va continuer de parler de beach volley sur le terrain. Le public, apparemment, vous a comment dit-on, tellement adoré. Hein? Oui. Parce que vous aviez sorti des figures et tout ce qu'il y a. Oui, c'est vrai. Je répète les mots d'un grand collaborateur de la KVB qui dit le Togo est l'avenue du beach volley africain. Oui, très intéressant. Ça nous a encore galvanisé un peu plus parce qu'on a fait sortir beaucoup de choses à là-bas. Nous sommes aujourd'hui, on est fiers, on est un peu déçus de n'être pas qualifiés, mais nous sommes fiers de cette compétition. Nous avons fait beaucoup lors de le drapeau togolais, en tout cas, fièrement représenté là-bas, avec la complicité de Justin. On pourra regarder quelques images, justement, de cette compétition où on a vu, voilà, ça c'est les Sud-Africains, c'est ça? Oui, c'est Sud-Africains, voilà, on vous voit, ils vous embrassent, hein. Oui. On voit Samani Achille, voilà, on sent que, franchement, ils ont rencontré garçon, entre guillemets, comme on le dit quelque part en Côte d'Ivoire. Là, on va regarder la paire Samani Achille et puis Bruno
Bruno Kotoka avec les Sud-Africains. C'est une très très belle image. Ça montre à suffisance que oui, on vous voit là au service. Oui. Ah oui, avec plein de sable hein, pratiquement partout. Oui. Félicitations à merci vous. beaucoup. En tout cas, on sent. Là, vous cherchez le bloc, c'est ça? Oui, c'est Achille qui Achille est au bloc qui là. est au bloc là-bas. Il cherche. Regardez comment le torse est en train de briller. Oui. Il y a la sueur partout. Tout sur La le chaleur. Oui, ça, c'est Waouh. sur le chaud soleil. Sous le chaud soleil. Ça Et dans le sable. Dans le sable chaud. Dans le sable chaud. Le parti. On nous a surnommé les Black Force. Les Black Force. Ouais, c'est ça. Ben les Black Force. C'est ce qu'on va retenir pour moi. Coach Robert, on va parler justement de cette compétition. Le Togo, certes, est tombé aux portes de la finale. La conséquence, c'est que vous êtes qualifié pour une autre compétition. Oui, on est qualifié pour le championnat du monde. Les 4 premiers du championnat sont qualifiés. De beach volley. Oui, on est qualifié, mais. Je dis mais. Racontez. Mais Qu'est-ce c'est qu'il se passe? pas acquis. D'accord. Et pour cette compétition de championnat du monde, pour participer, il faut participer à 6 championnats majeurs. Organisés oui, un peu partout. Un peu partout, de la FIVB. Là, nous, on n'a fait que 2 championnats. Celui d'Accra et de celui du Maroc. Donc maintenant, il faudrait qu'on aille chercher les 4 grands autres majeurs de compétition. Ça reste un défi, hein? Ça reste un défi. Si vous ne faites pas les 6, on ne peut pas vous valider. On vous change avec un autre pays. Comment c'est possible d'avoir les 4 autres grandes compétitions? Oui, il suffit d'y participer maintenant. Et ça demande des moyens. Des moyens. Waouh. Billets d'avion, hébergement, tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a. On sait que le président fait énormément. Énormément. C'est un grand bosseur. Là, chapeau à lui. Il est à cette compétition, on l'a senti. Il était chaque fois avec nous. On mange ensemble, on dort ensemble. Wow. Oui. On mange ensemble, on dort ensemble. Vous avez aimé ça? Les joueurs ont aimé. Tout le monde, on a aimé. Un président les autres équipes nous voient, ils ne savent même pas que c'est notre président. Ah, voilà. Qui est parmi nous. Parce que sur le truc là, il fait la son communication. La communication, oui. On le voit comme un journaliste, voilà. C'est le président même. C'est quand on dit, votre président, c'est lui. Ah bon, il est jeune comme ça. Oui. Donc, chapeau à lui. Le Togo qui était tout proche d'aller aux Jeux Olympiques, parce que sur les 17 nations, une seule avait le droit de décrocher ce ticket-là. Et voilà, on va parler de ce défi-là. Vous avez un message à l'endroit des personnalités qui pourront aider le beach volley à faire les 4 compétitions et aller au mondial? Ouais, message. Là, vous allez regarder dans la caméra pour leur parler. Votre caméra est juste en face de vous. Ok. Je tiens sincèrement à leur demander humblement de nous aider à faire ces 4 compétitions majeures qui vont nous permettre de nous qualifier directement pour les championnats mondiaux qui se dérouleront en Australie en 2025. Donc, nous sommes très ouverts à toute éventualité. Si la Fédération togolaise de volleyball est là, ils peuvent s'approcher d'eux pour voir éventuellement tout ce qui peut se faire pour essayer de voir comment gérer tout cela. En tout cas, vous continuez à jouer le volley classique? Oui. Vous continuez à jouer ça? Oui. Vous faites les deux? Oui, les deux. Désormais, vous êtes un vrai gourmand. Vous jouez sur le dur et en même temps dans le sable. Mais histoire de garder la forme. Oui, tout ça là, c'est vrai. Histoire de garder la forme. Oui. Toutefois, le beach volley, il est toujours là aussi, dans le coin de la tête. On essaie de s'entraîner encore en beach volley et en assise pour essayer d'être compétent pour les prochaines rendez-vous. Et surtout compétitif. On rappelle que pour ceux qui adorent le volleyball, oui, on va vous donner rapidement le calendrier au niveau du week-end. Nous parlons du championnat senior, voilà, au niveau de la ligue. Il y a des matchs ce dimanche avec CDA qui croise Kings à partir de 14h30. On aura, chez les hommes bien sûr, chez les femmes on aura CDA Queens. Chez les hommes, il y aura encore 2 matchs, Étoile Filante Phoenix et puis OTR à Gaza. Voilà, à suivre au municipal de Lomé. Coach Robert, un mot de conclusion. Je promets que vous serez de nouveau avec nous très bientôt. Et quel sera votre mot de conclusion par rapport à tout ce que nous avions dit ici? Merci au ministère des Sports. Oui. Et parce que on peut dire que c'est grâce à lui qu'on a pu faire le voyage. Quand les joueurs ont dans la tête que le voyage, ça va se tenir, ça leur a galvanisé déjà.
les entraînements. Donc merci à eux, merci au public et sportifs qui sont derrière nous quand on revient et puis on se connecte, on voit les messages d'encouragement, on dit ça pousse à bosser encore dur pour d'autres échéances. Merci beaucoup. Je rappelle qu'on aura d'autres occasions pour parler beach volley et volleyball si vous voulez sur notre antenne Kofi. Bruno Kotoka, quel sera votre mot de conclusion? Remercier tous les acteurs du beach volley togolais, du volleyball en général, tous ceux qui y mettent du sien pour que le volleyball togolais puisse aller de l'avant. Je les remercie. Particulièrement, le sport togolais doit briller. Donc, c'est pour cela que nous sommes là. On fera de notre mieux toujours. Absolument. Beaucoup de courage à vous. Merci beaucoup. Et transmettez nos salutations à Achille Samani. Il le recevra. D'accord. Certainement. Merci, messieurs, en tout cas, pour la disponibilité. Je salue également le président au passage, tout comme Herman Adadé, grâce à qui nous avons eu cette possibilité de vous avoir sur ce plateau. On se dit à très, très bientôt. Et pour parler beach volley et d'autres sports. Voilà. Merci. Nous allons continuer Club Sport Santé dans quelques instants. On va ouvrir la fenêtre du basketball. Le temps pour nos invités de se retirer. À tout de suite après le générique annonçant bien sûr la prochaine fenêtre. Thématique qui nous intéresse dans le Club Sport Santé, on va ouvrir la fenêtre du basketball. Le temps de saluer également nos autres invités. Olivier Tétéko, bonjour et bienvenue à vous. Merci, bonjour. Comment vous portez-vous? Ça va. En pleine forme, hein? Oui. Ça se voit que vous êtes en très bonne santé. En face de vous, c'est Nourou Djeri. Bonjour Nourou. Bonjour. Comment vous portez-vous? Oh, très bien. En pleine forme, hein? Oui, ça va. Tout doucement, on va parler basketball avec vous pour parler justement de la fin de recyclage des arbitres actifs au niveau de la FNB Togo. Il est vrai que vous avez pratiquement passé 10 jours, sinon plus, avec les officiels de match, vos collègues, on pourra dire, de la jeune génération. Tout de suite, quel est le ressenti, le tableau que vous pouvez peindre si on doit parler de bilan? Alors, je suis satisfait des résultats que j'ai obtenus avec eux. Il faut remarquer que c'est un projet que je porte depuis bientôt 3 ans, depuis l'arrivée du nouveau bureau, qui a bien voulu que je fasse partie de la pôle technique, donc chargé de la formation des arbitres. Donc je me suis dit qu'il fallait améliorer le travail des arbitres, les rendre beaucoup plus professionnels dans leur pratique, et ensuite faire en sorte d'augmenter le nombre d'arbitres de basketball au Togo. Donc c'est l'objectif que je m'étais fixé, et je peux dire qu'à mi-parcours de ce projet, je suis satisfait des résultats que j'ai obtenus. Aujourd'hui, sans langue de bois, vous les avez sentis intéressés, motivés durant toutes les journées que vous avez passées ensemble? Oui, très motivés parce que on a vu des gens qui étaient présents, des gens qui avaient leur boulot, c'est-à-dire ils avaient leur travail, mais qui s'organisaient à obtenir des permissions pour être présents dans un sport où on ne gagne pratiquement rien. Donc ça de la volonté de ces jeunes de participer. On a vu des anciens qui étaient là pour accompagner les jeunes sur qui je suis focalisé
pour pouvoir améliorer et puis les rendre beaucoup plus compétitifs sur le plan international. Olivier, vous faites partie de la jeune génération, en tout cas d'arbitres, même si vous êtes sur le circuit déjà, ça fait des années. Quand vous êtes sorti de cette formation, vous avez vu quelque chose de plus, reçu quelque chose de plus concernant vos acquis? Effectivement, que nous sommes sortis de cette formation encore un peu plus regain, car avec le formateur, M. Nouroudjeri, que nous ne saurons jamais remercier à sa juste valeur, à chaque discussion ou bien à chaque rencontre avec lui, on ressort encore un peu plus lourd, parce que c'est un monsieur qui a non seulement une vision très poussée, mais qui a de la matière à donner. Même si ce n'est pas sur le terrain, en dehors du terrain, à chaque fois que vous discutez basket avec lui, vous gagnez toujours quelque chose. Et puis ce recyclage ou formation, on en avait vraiment besoin, parce que la saison dernière, juste à la fin du championnat national, on n'a plus vraiment eu la chance de se rencontrer, de voir ce qui a réellement marché au cours de cette saison, ce qu'on devait améliorer ou pas. Et donc c'était vraiment une occasion rêvée qui nous a été donnée. Et donc on a vraiment saisi l'occasion. Et comme je le dis souvent, c'est un monsieur de vision. Oui. Donc, il n'est pas seulement dans l'optique du basket togolais, mais sa vision, c'est de voir ou de placer des arbitres togolais à l'échiquier international. D'accord. Et donc, il travaille pour cela. Et nous sommes aussi dans cette vision avec lui. Donc, voilà. Parlons d'apprentissage, vous l'avez dit, vous étiez là du début jusqu'à la fin. Si on doit prendre un aspect précis sur lequel vous avez acquis de nouvelles choses, que ce soit voilà, sur une action de jeu, sur des faits de jeu, qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous là à l'instant T? Très rapidement, vous voyez, au Togo, nous n'utilisons pas encore les appareils des arbitres. Oui. Mais déjà, dans cette formation, le formateur nous a déjà mis dans cette optique. Il ne faut pas que nous pensions que nous sommes... Non, lui, sa vision, en fait, il faut aller loin. Et ce que j'ai acquis personnellement, c'est au niveau de la communication. D'accord. Il nous demande d'officier, en fait, dans un même état d'esprit. Vous les arbitres? Oui. Sur un même match? Sur un même match, même si nous ne sommes pas dans le même... Si ceux qui sont en dehors, bien sûr, le même match, il faut être dans un même état d'esprit, en ce sens que, en amont, la théorie ou bien la maîtrise des règles doit être parfaite. D'accord. Et donc, sur le terrain, il y a une certaine façon de se positionner. Le regard, oui, dans notre regard, c'est à travers le regard qu'on communique facilement. Et puis, vous avez votre match du début jusqu'à la fin sans vraiment avoir de soucis. Sans une communication à trois, surtout sur les matchs à trois, quand vous êtes à trois, il faut une communication visuelle du début jusqu'à la fin. Sur les temps morts, s'il y a quelque chose à partager, il faut toujours être ensemble. Il ne faut pas qu'on sente qu'il y a une méfiance ou bien qu'on ne se fait vraiment pas confiance sur le terrain, que chacun respecte sa zone, surtout le respect des zones, Oui. et qu'on a révisé et qu'on a en fait compris les zones où peuvent plus ou moins intervenir deux arbitres. Oui. Je pense qu'avec cette formation, on a vraiment compris beaucoup de choses. Quand on est à deux, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Quand on est à trois, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Quand on est en zone avant, en zone arrière, quand on est craintif ou pas, chacun a réellement compris son rôle pour qu'ensemble, on sente que nous ne sommes pas trois, mais nous sommes en fait une seule personne à officier un match. Est-ce que vous vous rendez compte que des fois, le public voilà, quoi, ne maîtrise pas forcément toutes les règles et vous critique par moment? Oui, là aussi, vous êtes interpellé là. C'est bien sûr, nous sommes interpellés et sur cet aspect aussi, Ouais. le formateur a beaucoup travaillé D'accord. parce que je l'appelle souvent mon psychologue. Allez-y. Parce que M. Derry souvent partage ses expériences avec nous. Le public ne serait jamais totalement d'accord avec nos prises de décision, mais il faut faire un effort pour gagner plus ou moins leur confiance. D'accord. En ce sens que très souvent, Oui. même s'il y a ces genres de critiques, il y a certaines personnes parmi eux Oui. qui après nous approchent pour dire mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'il faut avoir d'abord, comme je l'ai dit en amont, il faut avoir une maîtrise parfaite du règlement. Si D'accord. possible, sortir son téléphone pour leur dire ah, voici ce que dit le règlement. Et sur une telle action, voici ce qu'il y a comme sanction appliquée ou bien voici ce qu'il faut faire. D'accord. Nous sommes tous humains, ils Oui. comprennent, mais tant que tu ne maîtrises pas le règlement, tu ne donnes pas Des explications. des explications qui vont convaincre Oui. la personne, eh bien, il ne fera que te critiquer toujours. Ça, c'est clair.
En tout cas, c'est un véritable défi, hein, sur et en dehors du terrain. Thierry de Noro, vous avez parlé tout à l'heure, et Olivier également l'a appuyé. Votre vision, c'est de permettre qu'on ait également des Togolais, des officiels de match à l'international, sur des championnats d'Afrique, des CAN, d'autres tournois internationaux. Aujourd'hui, quelle est la situation des Togolais sur le plan international en matière d'arbitrage en basket? Alors, chaque fois qu'on aborde cet aspect, j'ai un peu honte, parce que je me dis qu'il y a quelque chose quelque part que j'ai raté. Et donc après 2017, je crois que nous n'avons plus réussi à placer un arbitre FIBA, c'est-à-dire sur le tableau, donc qui pourrait être désigné. D'accord. Donc, et quelque part, ça interroge la formation. C'est pas faute d'avoir participé au test, parce qu'il y a eu des tests qui ont été réalisés. Nous avons préparé des gens qui ont réalisé des tests, mais qui ne les ont pas réussi, qui ne les ont pas validés. Donc, ils sont mis de côté. Ils sont mis de côté. Donc, à partir de ce moment, j'ai choisi de changer. Nous avons, c'est-à-dire au sein du groupe de pool technique, dans les discussions, on a pensé qu'il faut changer de stratégie. C'est-à-dire d'aller beaucoup plus sur les détails que sur les règles de jeu, ils les connaissent. C'est dans l'application de ces règles de jeu et l'attitude à adopter sur le terrain pour pouvoir déceler, être beaucoup plus performant. Donc c'est là-dessus que j'ai vraiment insisté. Parce que au niveau international, c'est là-bas que ça se joue. Aujourd'hui, surtout avec l'utilisation de la vidéo, oui. Très sincèrement, si on n'est pas au point, on va passer son temps à s'observer au lieu de regarder le jeu. Très souvent, c'est ce qui arrive. Et nous, ça nous est arrivé plusieurs fois sur des matchs. Ou lorsque vous arrivez, étant donné qu'au Togo, on n'a pas les infrastructures pour pouvoir... Il y a un temps de réglage où vous passez votre premier match à vous régler. Heureusement qu'on est très souvent avec des arbitres expérimentés, ou, comme le disait Olivier, et dans la communication d'avant-match, il y a une préparation qui est faite pour pouvoir vous entraider. Être un teamwork, c'est-à-dire travailler en équipe. Et ne pas voir les lacunes des autres. Voilà, ce qui fait que même un arbitre qui a à un certain moment un doute, oui. Il est soutenu à travers cette préparation-là qui a été faite. Voilà. Et donc, c'est là-dessus. Ce n'est pas un travail qui est fini. Ce que je peux vous dire, c'est que ça, c'était un recyclage qui a duré 5 jours, mais où j'ai laissé du temps de travail pour qu'ils puissent préparer les évaluations. D'accord. Ce n'est pas un travail qui est fini. Parce que si on veut vraiment réussir à avoir des arbitres en 2025, un arbitre, au moins un sur le plan international. C'est la vision à court terme? Ça, c'est ma vision à court terme. À court terme. Je voudrais 2025. Vraiment 2025. D'accord. Les prochains tests, ça va être en 2025. D'accord. Et il faut qu'on arrive à placer un qui puisse nous représenter. Et ça, je vais m'y atteler parce que je vais faire en sorte dans la sélection de jeunes qui sont éligibles à ce stage, à ce stage-là. Pas éligible par complaisance, mais par mérite. Non, éligible, quand je dis éligible, l'arbitrage de basket demande de passer international avant 35 ans. Avant 35 ans. Voilà. Waouh. Donc après 35 ans, ce n'est plus possible. Oui, j'espère qu'Olivier est dans la tranche. Je l'espère bien. Voilà. De toutes les façons, et pour moi, je vais aller chercher ceux qui sont volontaires. Et au sortir de ce recyclage, il y en a une demi-dizaine qui m'ont contacté inbox pour marquer leur volonté de pouvoir aller loin. D'accord. Donc, ensemble avec leur président, et M. Seko, qu'on salue au passage, nous allons préparer un plan de travail. C'est-à-dire qu'il va faire que je peux pouvoir les suivre sur leur séance hebdomadaire qu'ils réalisent les jeudis. Voilà. Les suivre pour les préparer. Et il faut noter qu'il faut avoir une très bonne maîtrise de l'anglais. C'est fondamental. C'est fondamental parce que tout se fait en anglais. Oui, en anglais. Voilà, donc ça fait qu'on est obligé de faire en sorte qu'ils puissent être prêts
pour pouvoir répondre aux sollicitations le moment venu. Et on va se mettre à fond. Olivier, malgré tous ces défis-là, vous restez focus? Nous restons focus. Et comme l'a dit le formateur, Oui. en 2025, il a envie de placer au moins un arbitre international. Mais au sein du corps arbitral, notre objectif, c'est au moins 4. Ah, Nous sommes gonflés à bloc d'accord. et nous travaillons pour cela. L'objectif à leur niveau, c'est 1, mais nous, il faut au moins 4. Parce qu'aujourd'hui, le Togo fait un effort vraiment louable dans le domaine du basket pour évoluer. Et donc, il faut que l'arbitrage aussi accompagne. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, avant de je parler d'autre chose? voulais allez-y. ajouter juste que allez-y. j'avais dit au départ que le projet concerne les anciens arbitres, Oui, mais également de nouveaux. les nouveaux. Et aujourd'hui, dans la formation que nous avons entamée en ligne, il y a près de 150 à 200 jeunes que je suis en train d'intégrer. J'ai pour vision d'intégrer en allant plutôt vers ces jeunes-là pour assurer une formation en vue d'augmenter le nombre d'arbitres sur le plan national et faire en sorte que ces arbitres qui sont, c'est-à-dire les anciens, puissent être épaulés et accompagner ces jeunes-là pour pouvoir obtenir à long terme plusieurs arbitres, et surtout que la fédération où le sport est en train de tendre vers le professionnalisme. Oui. On va avoir besoin de beaucoup d'arbitres pour pouvoir les faire déplacer d'un lieu à un autre pour des compétitions. Nourou Djeri, il y a également cette thématique liée à la responsabilité de l'arbitre sur et en dehors du terrain. C'est quelque chose également qui vous tient à cœur. Forcément, parce que je dis souvent à un arbitre, il doit tout faire pour être un modèle. Parce que un joueur, il peut faire n'importe quoi. Ça peut sortir sur les réseaux sociaux qu'il y a un joueur qui fait n'importe quoi. On le voit en train de siroter sa bière quelque part, de se retrouver à faire du n'importe quoi. Mais un arbitre, c'est pas le cas. Mais Angelo, imaginez que j'ai un match de basket à 16h. Et que le matin, les équipes pour lesquelles j'ai vu, ils me voient quelque part en train de siroter 2 ou 3 bières, et quelque part. Vous imaginez l'image. Mais le soir, quelque chose que je ferai sur le terrain, c'est quelle image ils vont avoir. L'image qu'ils vont garder dans leur tête, c'est que on l'a vu. Peut-être qu'il n'est pas lucide. Absolument. Voilà. Donc, il y a une éthique, il y a des responsabilités. Un arbitre, c'est un monsieur. Et ce monsieur-là, c'est le monsieur qui doit se faire respecter avant le match, donc dans sa vie, pendant le match et après le match. Lorsque vous voulez être vraiment quelqu'un avec du potentiel et aller de l'avant, c'est ce qu'on doit observer chez vous. Ce monsieur qui essaie d'être correct sur tous les plans, qui essaie d'être discret dans ce qu'il fait. Exactement. Voilà, donc c'est vraiment, vous n'entendez pas parler des arbitres dans le monde entier. Non, c'est voilà. rare. On dit on n'est pas des stars. Voilà. Les arbitres ne sont pas des stars. Pourtant, vous êtes indispensable voilà. au jeu. C'est-à-dire, on est discret, on fait en sorte que deux équipes qui sont en train de jouer, qu'ils jouent dans la légalité, que personne ne triche l'autre. Donc, s'ils peuvent faire en sorte que nous, on ne siffle pas, on est content. Voilà. Olivier, voilà un aspect également, vous êtes obligé, que vous le vouliez ou pas, soit jeune ou senior, d'être toujours sobre, ne pas toucher à n'importe quoi parce que votre carrière en dépend. Oui, ça c'est vrai. Et nous avions toujours eu la chance d'être bien coachés, que ce soit le formateur Nourou Djeri ou bien Monsieur Mike Kondi, que je salue aussi au passage. C'est un aspect sur lequel il ne lésine pas, en fait. Avant un match ou même que ce soit la veille d'un match, un arbitre, c'est un monsieur qui non seulement respecte les joueurs, mais qui doit se faire respecter sur tous les plans. Exactement. Que ce soit avant, après ou en plein match. Il faut toujours faire l'effort d'être lucide, quelles que soient les provocations, bien tout ce qui vient en fait, et vient des joueurs ou bien du public. Et en dehors de ça, comme on l'a dit, l'alcool et le sport, c'est deux choses qui, en réalité, sont parallèles. Surtout
quelques heures avant ce qu'on doit faire, que ce soit en basket ou pas. En tout cas, je ne peux pas. Dans n'importe quelle discipline. Même pas dans n'importe quelle discipline, bien sûr. Donc, pour pour tenir un match de longue haleine et sans souci, il faut vraiment présenter un aspect physique, sans doute, à toutes les personnes qui sont présentes. Comment vous vous faites respecter sur le terrain, vous, personnellement, en tant qu'arbitre? Pour se faire respecter, il faut d'abord respecter les personnes qui sont en face de vous. D'accord. Par exemple, même si c'est un ami ou un frère que je vois sur le terrain, je ne l'appelle jamais par son nom, je dis monsieur. Voilà. Une fois que nous sommes sur ce rectangle, sur le terrain-là, l'amitié, entre guillemets, est de côté. Et nous respectons d'abord la balle orange et le travail que nous faisons. Vous êtes des messieurs. En retour, si je t'appelle monsieur, il faut forcément que tu me respectes aussi en m'appelant monsieur. C'est ça. Et donc, même s'il y a une situation, vu que nous avions en amont été préparés psychologiquement, un bon psychologue, on ne crie pas sur les joueurs, mais on essaie de leur expliquer la situation. Dans la pédagogie. Dans la pédagogie, en se faisant respecter, en souriant, bien sûr. Mais quand ça déborde, il faut, même tout en souriant, appliquer le règlement. Vous tapez sur les doigts. Ça, c'est clair. Avant votre mot de conclusion, avec Justin, on va regarder quelques clichés de cette formation des arbitres qui a eu lieu au siège de la FNB Togo il y a quelques jours. Voilà, on voit en tout cas certains de vos collègues, Olivier, qui sont très studieux. On les voit en train de suivre les cours. Il y a également Noro Djeri, voilà, qui est debout là. À côté, on voit le secrétaire général de la FNB Togo, Robert Ajavon, qui est également resté là au début jusqu'à la fin de cette séquence de formation. Et on a vu également d'autres dames, voilà, par exemple, ça c'est Isaka, non, Rafiatou, voilà, qui est là également présente. C'est l'une des arbitres femmes de notre championnat, avec d'autres également qui ont suivi cette formation. Ça montre à suffisance qu'on a vu, en tout cas, un groupe intéressé, motivé à l'écoute de Noro Djeri. On revient au studio, Noro Djeri, pour justement faire la conclusion avant de vous laisser partir et parler d'autre chose. Allez-y. Alors, juste, moi, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il y a un travail qui a été fait précédemment. Ce travail, nous sommes en train de l'améliorer. Ok? C'est pourquoi j'insiste sur le fait que, comme l'a dit Olivier, l'arbitre international Mike Kondi, il a contribué, parce que c'est l'ancien président du bureau, il a contribué beaucoup dans la formation continue. Donc c'est cet aspect que nous allons, sur lequel on va insister, et j'ose espérer que la fédération qui nous accompagne déjà, les choses vont progresser pour qu'on puisse entrer dans le professionnalisme avec eux. Vivement. Olivier, merci beaucoup d'être passé. Je vous en prie. On aura d'autres occasions de parler basketball. Et merci également à Noro Djeri. C'était un plaisir. Toujours un plaisir de vous avoir. Et oui, on va s'arrêter là pour le basketball. On va enchaîner dans quelques minutes avec le football. Encore une fois, je ne cesserai jamais de vous dire merci pour la disponibilité. On salue également le pôle technique, Fafadi Johnson et tous les autres coachs. Je rappelle que vous êtes toujours coach de basketball. Bon, bien sûr. Bien sûr, mais juste sur le plan scolaire. Sur le plan scolaire, voilà. Mais la passion du basket reste toujours. Ça reste toujours. Merci, messieurs. On se dit à très très bientôt. On va continuer cette émission CSS. Nous allons aborder le dernier virage dans quelques secondes.
Le dernier virage de Club Sport Santé, on va parler bien sûr de football avec la première division. Tout doucement, le dénouement va s'observer dans quelques jours puisqu'on va jouer la 29e journée à partir de ce samedi, la 29e et avant-dernière journée, il faut le préciser. La 28e a consacré Asco de Kara, un champion pour la 5e fois d'affilée. Avant de parler de ça, on va dire bonjour à nos invités. Le DTN de la FTF est parmi nous. Nieni Sebabi, encore une fois bonjour et bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour ses amis du plateau, bonjour chers auditeurs. Ça fait plaisir de vous avoir encore une fois. Merci. De parler foot, Lazare Kondo, oui, de Matin Libre Togo, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Angelo, bonjour Étienne, bonjour à tous les amis qui nous suivent de par le monde, on va dire. Partout, à travers le web et tout ce que vous voulez. En tout cas, merci d'être là. C'est un plaisir. Merci infiniment. On va aller tout de suite à la réaction à la fin du match, puisque Asco était mercredi dernier à Lomé pour jouer contre le Dynamique Togolais à l'arrivée. Asco n'avait besoin que d'un nul, mais Asco s'est imposé 2-0 face au Dynamique Togolais. Et Asco, sacré champion. On va écouter d'abord la réaction de l'international togolais Wome Dové. Moi personnellement d'être là. L'objectif c'était voilà l'international, Wome Dové, qui était là, milieu de terrain d'Asco de Kara. Lazare, c'est pas une surprise de voir encore Asco sacré et à 2 journées de la fin du championnat. Pas de surprise quand on connaît cette équipe depuis ces 5 dernières années, depuis l'arrivée du président Menya Sigbe, avec les moyens qui sont mis tant au niveau du staff, tant au niveau des joueurs, tout ce qu'il faut pour mettre les joueurs dans les bonnes conditions pour pouvoir jouer, ça est mis et puis les résultats suivent. Donc pas de surprise de voir Asco de Kara une fois encore champion du Togo. Et maintenant le défi est devant de voir cette équipe-là bien représenter le pays sur le continent. Avant de retrouver le DTN pour son avis, Asco, 1 fois, 2 fois, 3, 4, 5 fois champion, quelque part, est-ce que notre championnat n'est pas, on pourra dire, trop facile pour les Condonats? Oui, on va le dire ainsi parce que les moyens dont dispose Asco aujourd'hui, si ces mêmes moyens étaient mis à la disposition des autres clubs, on allait voir une certaine rivalité. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous pensez qu'il y a un déséquilibre? Peut-être bien, il y a peut-être un déséquilibre. Maintenant, Asco, quoi qu'on dise, demeure un club de football avant l'arrivée de Menya Sigbe, avec comment le dire, ce que Abalo Dossé a également apporté à cette équipe. Il y a quelques... Exactement. Donc, il y a quand même tout un travail qui a été fait en amont avant de voir les résultats aujourd'hui sur le terrain. Donc, voilà, Asco était déjà dans cette ambition-là. Les moyens accompagnés, les résultats sont là. Nieni Sebabi, aujourd'hui, comment on peut expliquer l'hégémonie d'Asco sur les 5 dernières saisons dans notre championnat? Vous savez, chaque équipe a sa politique. Oui. Dans son organisation, dans sa planification. Je pense que depuis que Asco, l'honorable May est arrivé à Asco, je pense que c'est un programme qui a été bien ficelé, qui a été bien organisé, bien suivi, parce que les choses ne se font plus au hasard. Il y a des étrangers même qui ont été achetés pour le club d'Asco. Oui. Donc ça veut dire que c'est pour vraiment renforcer tous les secteurs pour que l'équipe puisse vraiment damer les pions à d'autres clubs dans le championnat. Et c'est ce que nous avons vu, même les échanges ou bien les départs des entraîneurs et avec l'arrivée aussi d'un entraîneur ivoirien. Donc ça veut dire qu'il y a des ingrédients. Il y a une base. Il y a une base qui s'est vraiment fondée, qui s'est formée. Oui. Et aujourd'hui, le résultat ne fait que suivre. Mon ami vient de parler des moyens. Oui. Voilà, quand vous avez une équipe et qu'il y a les moyens, tout est bien organisé, tout est bien planifié. Je pense que le résultat vient à bout. Nous-mêmes, on l'a vécu. Oui. Lorsqu'on était à la Douane en tant qu'entraîneur, lorsque les moyens suivaient, nous avons pris le triplé. Exactement. 3 fois champion du Togo. Wow. Donc c'est pas surprenant. C'est les moyens qui font le football en réalité. Je rappelle que vous aviez été ancien entraîneur de l'AS Douane, qui est devenu AS OTR. Avant de continuer, aujourd'hui, vous avez à votre actif la direction technique nationale de football. On va écouter l'un de vos collègues, Yao Amani, vous avez parlé de lui, c'est technicien ivoirien. Pour la toute première saison à la tête des Condonats, il finit champion. Il nous raconte comment tout ça s'est passé cette saison. D'être champion et tout ce qu'en dehors de la défaite nous assurait le titre.
Donc voilà, je ne suis pas un entraîneur calculateur, donc j'ai dit aux joueurs de se lâcher. Ils ont joué comme on a l'habitude de le faire. N'est pas champion qui veut, mais n'est champion que celui qui peut. Et on a montré qu'au bout de 28 journées, on pouvait être champion et on l'a été. Un championnat, quelle que soit la partie du monde, je n'ai jamais connu un championnat facile. En coupe, oui, n'importe qui peut gagner la coupe, mais le championnat, 30 journées, c'est long. Chaque semaine, il faut se remettre en cause. Il y a des hauts, il y a des bas. On avait commencé très très difficilement. N'oubliez pas qu'au bout de 3 journées, on n'avait que 4 points. Donc voilà, il a fallu travailler, espérer, persévérer surtout. Parce que, comme j'ai dit, c'est un marathon et la course est longue. Mais c'est l'équipe la plus régulière qui prend le plus de points, c'est elle qui gagne un championnat, ça il faut le savoir. Et je pense qu'on a été le club le plus régulier. Ça a été un défi pour vous en venant au Togo, en étant champion avec le NASCO? Ah oui, moi j'aime 2 choses dans le foot, c'est de gagner les championnats et puis maintenant il faut espérer vivre une aventure africaine, il faut que le Togo existe sur le plan africain. Il ne sert à rien d'être toujours champion si c'est pour sortir au premier tour. Donc il faut chercher à gravir un palier. On a eu le championnat, j'espère que l'année prochaine en Coupe d'Afrique, on essaiera de franchir un palier. Écoutez, à tout arrêt de championnat, forcément, il y aura des départs, des arrivées et on va travailler, se renforcer en conséquence. Celui qui ne tire pas de leçons de ses échecs n'a rien à faire dans le sport de haut niveau. Ah oui. Voilà, Yao Lambert Amani, DTN Nini, qu'est-ce que vous retenez de ces déclarations après le titre de champion? Non, je pense qu'il a vraiment fait une très bonne analyse. Parce que lorsque vous rentrez dans cette haute compétition qui est la Champions League africaine, oui. Il est important que vous renforcez certains secteurs. Il est aussi important que vous réorganisez l'équipe. Parce qu'aujourd'hui, 5 fois à l'ASCO, la 5e fois à l'ASCO va participer à cette grande fête de football africaine. Oui. Et ASCO a beaucoup d'expérience en la matière. Et je pense qu'au bout de ces expériences, pourquoi nous y allons, pourquoi nous revenons? Amani vient de vraiment éclairer les choses. Il y aura bien sûr des départs et des arrivées, mais il faudrait que les arrivées puissent être plus talentueux, meilleurs que ceux qui vont partir. Et vraiment former une équipe homogène dans tous les secteurs. Il est technicien, il connaît les secteurs qui ont fonctionné, il connaît les secteurs qui n'ont pas bien marché. Donc ça lui de vraiment imposer son recrutement. Et il a aussi une grande expérience. C'est quelqu'un que moi j'estimais quand il jouait avec les éléphants de la Côte d'Ivoire en tant que défenseur axial. Donc il est pétri d'expérience dans la compétition, pétri aussi d'expérience dans le coaching. Je pense qu'il sera relevé le défi pour amener ASCO au moins dans le carré d'as des poules. Pourquoi pas? On rappelle que Abalo Dossé déjà aux affaires avait permis à ASCO d'intégrer la Coupe de la Confédération. Et là, c'est un autre défi qui attend Yao Lambert Amani. On va enchaîner avec le graphique de la 29e et avant-dernière journée. Oui, avec les matchs qui ont lieu cette fin de semaine, avec la complicité de Justin, pour regarder les matchs qui attendent encore une fois les clubs, notamment ASCO qui doit être à la maison face à la Esbina. La Esbina qui cherche des points pour se maintenir. On rappelle que Bikinti accueille Semassi également dans le rouge. On aura tout le temps de revenir mercredi sur les différents résultats. Gomido sera en déplacement à Tambo pour le derby des plateaux, avec Anton 2 qui accueille Doumbé et puis Kakadel également qui a besoin de points, qui joue à la maison contre Espoir FC du Zio. On va enchaîner pour parler de la formation des entraîneurs que vous avez achevé en fin de semaine dernière. Tout doucement, on pourra dire que côté potentiel entraîneur au Togo, on en a et vous devez les former pour que demain nos clubs ne puissent pas souffrir d'entraîneurs. Effectivement, surtout la formation en ce qui concerne les préparateurs physiques était très importante, je vous l'avais dit ici. Donc, je pense que ce monsieur Dosouvi Maouena est venu faire un très bon travail. Aujourd'hui, nos entraîneurs préparateurs physiques savent gérer ce qu'on appelle le GPS. Ils savent préparer l'équipe avant la saison, pendant la saison. Et après la saison, comment entretenir aussi les équipes. Je pense qu'il a tout donné pour que nos préparateurs physiques puissent avoir beaucoup de connaissances en matière de leur juridiction pour que nos joueurs puissent répondre. Parce que au fait, la préparation physique, c'est quoi? C'est pour mettre le joueur dans une situation d'avant-match frais. D'accord. Voilà, frais, pas trop fatigué, pas trop avec des bobos.
et éviter les crampes. éviter beaucoup de situations qui peuvent l'écarter du terrain et faire une bonne prestation. Aujourd'hui, je pense que par rapport au module qu'il est venu dispenser, je pense que nos préparateurs physiques ont eu beaucoup de connaissances à la matière. Maintenant, il sait comment aller vraiment répercuter ou bien réjaillir ce qu'ils ont appris dans le travail quotidien. Peut-être c'est là que ça va être compliqué pour certains parce que les catégories de préparateurs physiques qui sont venus, il y a des académiciens, ceux qui sont en charge des académies, de deuxième division et de troisième division. Donc, c'est pas des préparateurs physiques qui ont le haut niveau. Donc, pour maîtriser vraiment beaucoup de ces choses serait un peu compliqué, mais il a aussi promis donner les supports qu'ils vont essayer de temps en temps de lire ces supports pour vraiment se mettre à niveau. Nous aussi, on est là pour évaluer et les suivre comment dans leur travail pour voir est-ce que exactement c'est ce qu'on les a donné comme connaissances qu'ils sont en train de restituer aux joueurs sur le terrain. Dini, avant de parler de la démission de Paulo Duarte, c'est une actualité également qui nous intéresse tous. Aujourd'hui, vous reconnaissez que nos clubs n'ont pas des préparateurs physiques de qualité? Oui, en réalité, parce que nous, on les recycle que à la fin des saisons. Chaque saison, on prend les entraîneurs des gardiens, on les recycle. On prend les préparateurs physiques, on les recycle, mais c'est monotone. Voilà, parce que le football aujourd'hui, même la place du préparateur physique est en train de prendre la place de l'entraîneur parce que aujourd'hui, c'est un peu scientifique. Quand on dit de courir avec les GPS, nos entraîneurs préparateurs qui ne le connaissent pas, mais aujourd'hui, Dossou est venu leur montrer comment travailler avec le GPS, comment faire les tests. Voilà, l'endurance, les véhiments et puis voilà, les textes, tout ça là. Donc, c'est une très bonne chose, mais on avait voulu que cette formation, les préparateurs physiques des premières divisions puissent participer, mais malheureusement, leur calendrier était tellement chargé par les nouvelles donnes de la CAF qui exigeaient que notre championnat devait finir à une date pour qu'on puisse sortir les représentants togolais pour la CAF. Un mot, on va parler de la démission de Paulo Duarte. Surpris ou bien bon pour vous dans les petits papiers dans tous les cas, je pense que ça a été surpris pour tout le monde. Il faut le reconnaître parce que Paulo Duarte, quoi qu'on dise, était en train de faire un travail. Tout ça se sentait malgré que le résultat ne suivait pas. Au niveau de la DTN, vous appréciez? Ah mais oui, on apprécie, on travaille avec lui, on échange avec lui sur certaines thématiques, on échange avec lui même sur l'arrivée de certains joueurs. Nous lui faisons des propositions, quitte à lui avec Serge d'en prendre. Donc, je pense que le Togo, je l'ai dit entre-temps sur les antennes, nous ne sommes pas très patients. On a vu le cas du Sénégal. Le Sénégal, lorsque en 2006, nous sommes allés les battre, ou bien 2005, ils ont mis beaucoup de temps pour vraiment redémarrer et aujourd'hui, on voit le résultat. Aujourd'hui, Paulo Duarte, certes, il ne fait pas de résultats, mais certes aussi on ne perd pas des matchs. On a fait beaucoup de matchs nuls. Voilà, donc ça veut dire qu'avec le temps, si on le donnait, il pouvait vraiment revenir pour gagner des matchs. Ça c'était évident parce que l'équipe se formait. On a tenu le Sénégal ici, même au Congo on n'était pas ridicule. Voilà, même avec le Soudan du Sud, ici, on a vraiment manqué des occasions nettes de but. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la finition? Je pense que c'est des recherches, du travail qu'il devait faire en ce moment et qu'après, on pouvait commencer par marquer. Lazare, quel commentaire au fait du départ de Paulo Duarte? Bon, c'était une surprise pour nous, même si au niveau de certains acteurs, on dit que le sélectionneur était déjà au courant parce que juste après la démission, on l'annonce dans un club du côté du Golfe, il a signé du côté de l'Arabie Saoudite, mais quand même, le Détienne l'a dit, il était quand même sur une certaine lancée. Il a quand même apporté un nouveau souffle, le Togo retrouvait du fond de jeu, on avait quand même des occasions qu'on pouvait créer, il manquait juste la finition, il fallait juste lui laisser le temps bien. Il
pouvait rester encore plus pour pouvoir jouer les autres matchs et essayer de corriger tout cela pour pouvoir nous permettre de nous rebondir dans les autres compétitions, parce que quoi qu'on dise au niveau des éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est peut-être déjà fini. Il arrive maintenant les éliminatoires de la Coupe du Monde 2025 dont le tirage va s'effectuer très bientôt. Déjà même on devait connaître le successeur parce que le représentant de la sélection togolaise devait être présent à ce tirage-là. Donc on attend toujours la fédération. Le tirage a lieu le 4 juillet. Le 4 juillet, juste dans quelques jours. Donc, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Donc on attend véritablement le nom du successeur de Paulo Duarte pour être présent, ou soit nous sortir un communiqué pour peut-être désigner un intérimaire. Voilà. Donc, mais pour l'instant, c'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Là, on attend juste la fédération. C'est des trucs qui doivent se faire parce que le public, le coach l'a dit, on est impatient. Le public est exigeant aujourd'hui parce qu'on a passé beaucoup plus de temps à ne pas gagner de match. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est à 24 pour la 5e fois ou bien la 4e fois, on va la rater. Ce n'est pas bien. Donc, il faut qu'on aille vite pour pouvoir permettre à ce que celui qui va venir puisse véritablement prendre le temps de travailler avant d'entamer ces éliminatoires. DTN, rapidement, 10 secondes. Il y a un nom qui circule. Non, moi, il n'y a pas de nom. On doit patienter. On n'a pas encore de nom. Je pense que les autorités sont en train de penser là-dessus. Chaque fois, au moment où, la veille du départ, le lendemain du départ de Paulto, il y avait une réunion de crise à la fédération. Rien n'a été filtré. Les informations sont liées aux plus hautes autorités. Je pense que d'ici peu de temps, les choses vont s'éclairer. C'est notre souhait, en tout cas, d'avoir un autre sélectionneur à la tête des éperviers. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci beaucoup, DTN Dini, d'être passé encore une fois. On reste ensemble pour parler d'autres thématiques liées au football très très bientôt. Lazare Kondo, vous avez aimé votre première partie? Ça a été un plaisir. Nous vous retrouvons très bientôt. Qui sait, d'ici mercredi, pour parler de sport sur notre antenne. Merci également à nos chers téléspectateurs partout ailleurs, ici et partout dans le monde. Merci à Justin, à l'équipe technique qui nous a accompagnés pour aujourd'hui. C'est bien terminé. On vous souhaite un excellent week-end en compagnie des programmes de SOS Docteur TV. À très bientôt. Bye bye. Merci.